Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 11 nations à l'intérieur de l'Amérique, et peut-être comprendre certaines des raisons pour lesquelles l'Amérique est un pays un peu divisé. Cette vidéo est basée sur un article publié sur Business Insider par Mark Abodi, qui lui-même s'inspire d'un livre intitulé « Les nations américaines aujourd'hui » de Colin Woodard. Vous pouvez trouver les liens vers l'article et le livre dans la description ci-dessous. Avant de commencer, il faut comprendre que l'Amérique, ou plus précisément les États-Unis, ne sont pas le seul pays au monde à avoir différentes nations en son sein. En fait, il existe très peu d'États-nations parfaits, où l'immense majorité de la population est définie par la même identité ethnique. C'est aussi lié à la culture, aux coutumes, à la religion et même aux frontières de l'État. Pour mieux comprendre, l'opposé d'un État-nation parfait serait l'Ancien Empire, comme l'Empire ottoman ou l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a que 3 États-nations parfaits, l'Islande, le Japon et le Portugal. Le Portugal est le seul qui ne soit pas une île, mais qui a conservé les mêmes frontières d'État depuis plus de 900 ans. Donc les États-Unis ne sont vraiment pas seuls dans ce cas. Mais commençons et jetons un œil aux 11 nations qui, selon Colin Woodard, composent les États-Unis. D'abord, regardons la carte et énumérons-les toutes. Nous avons la côte ouest, qui inclut l'Alaska, le Grand Ouest, les Midlands, El Nord, qui se trouve au sud des États-Unis mais s'étend jusqu'au nord du Mexique, la Grande Appalache, le Grand Sud, la Nouvelle-France, Tidewater, la Nouvelle-Hollande, la Yankeedom et la Première Nation qui s'étend jusqu'au Canada. C'est intéressant de voir comment certaines de ces sous-nations s'étendent sur des régions totalement différentes. Par exemple, la Nouvelle-France existe dans le sud des États-Unis et dans cette partie du Canada, probablement en lien avec le fait que ce sont les régions qui ont été principalement colonisées par les Français. Selon l'auteur, ces régions sont des nations ou des sous-nations, avec des coutumes et des identités culturelles différentes, ce qui contribue à l'instabilité et à la division des États-Unis. Alors, examinons chacune de ces sous-nations et leurs identités. Tout d'abord, Yankeedom. Yankeedom comprend la Nouvelle-Angleterre, le nord de l'État de New York et le Midwest industriel, de la Pennsylvanie du Nord jusqu'au Minnesota. Les habitants de Yankeedom vivent dans des États fondés par les puritains. Ils sont donc plus à l'aise avec la régulation gouvernementale, accordent de plus en plus d'importance à l'éducation et à la participation citoyenne aux initiatives gouvernementales, et sont également plus accueillants envers les étrangers. Lorsque nous entendons le mot Yankee, notre esprit pense généralement à la guerre de sécession américaine, où il y avait aussi une distinction entre les Yankees du Nord et les Dixie du Sud profond. Ensuite, juste à côté de Yankeedom, nous avons la Nouvelle-Néerlande, c'est-à-dire la grande région de New York, le nord du New Jersey et le Connecticut. Cette région a d'abord été colonisée par des explorateurs néerlandais, avant de tomber entre les mains des Britanniques, ce qui fait qu'ils ont conservé un certain nombre de valeurs liées aux Pays-Bas, comme la diversité ethnique et religieuse, la liberté d'expression et de conscience, ainsi qu'une tendance au commerce, toutes des valeurs associées à la culture néerlandaise et protestante. On peut relier cela, par exemple, à la façon dont les Néerlandais ont accueilli les immigrants du Portugal ou d'Espagne lorsque ces deux pays ont expulsé les Juifs il y a des centaines d'années. Les drapeaux de la ville de New York sont une bonne illustration de l'influence néerlandaise dans la région, puisqu'ils reprennent le même jeu de couleurs que le drapeau néerlandais. Si cela vous intéresse, regardez ma vidéo sur le drapeau des Pays-Bas. Ensuite, nous avons les Midlands, une région avec beaucoup de diversité ethnique et des opinions politiquement modérées, allant de la Pennsylvanie et du Delaware à travers le Midwest dans l'Ohio, l'Indiana et l'Illinois, puis jusqu'aux plaines du Nebraska et du Kansas, incluant même une partie du Nouveau-Mexique et du Texas Panhandle. Woodard écrit que la société des Midlands est très pluraliste et organisée autour de la classe moyenne. Les gens ont tendance à rejeter une plus grande intrusion du gouvernement. En revenant sur la côte est, la région de Tidewater, qui comprend précisément les zones côtières des anciens États coloniaux comme le Maryland, la Virginie et la Caroline du Nord, Woodard relie le respect de cette région pour l'autorité et les traditions à son passé de société féodale qui autrefois a adopté l'esclavage. Il dit que l'égalité et la participation du public à la politique sont moins prioritaires. En passant à la Grande Appalache, elle comprend la région allant du sud-ouest de la Pennsylvanie et de la Virginie occidentale jusqu'au Midwest inférieur, en passant par le Kentucky, le Tennessee et l'Arkansas, jusqu'à l'Oklahoma et le Texas.
L'auteur dit que cette région possède une éthique guerrière et est attachée à la souveraineté personnelle et à la liberté individuelle. La majorité de la région s'est rangée du côté de l'Union, c'est-à-dire du Nord, pendant la guerre de sécession. Mais aujourd'hui, elle s'aligne sur les États du Sud pour s'opposer à l'emprise du gouvernement central. Pour voir comment certaines de ces régions ont été clairement influencées par le pays qui les a colonisées, mais aussi par la guerre de sécession et les différences entre le Nord et le Sud. En voyageant précisément vers le Sud, le Deep South, d'où viennent les fameux Dixies, une région qui trouve aussi ses racines dans les sociétés esclavagistes des Antilles, comme les îles des Caraïbes, où la démocratie était réservée aux privilégiés. Woodard explique que les habitants de cette région ont tendance à s'opposer à l'expansion des pouvoirs fédéraux. Ils sont contre les impôts et la plupart des types de régulation. Cette région comprendrait la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, le nord de la Floride, le Mississippi, le nord de la Louisiane et l'est du Texas. Le Texas est généralement l'exemple emblématique de l'idée du Deep South. L'état de l'étoile solitaire est souvent utilisé comme exemple d'un état du sud des États-Unis très conservateur et très opposé au pouvoir central, menaçant de faire sécession et de devenir indépendant. Passons maintenant à ce qui est probablement l'opposé du Deep South, même si c'est très proche. La Nouvelle-France, qui se concentre sur la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, mais aussi sur le Québec et le Canada. On l'appelle ainsi à cause de la colonisation française de ces deux régions, même si les Français ont rapidement perdu leur possession en Amérique du Nord au profit des Britanniques et des Espagnols. Les habitants de cette région ont aussi une longue histoire d'oppression, en particulier les Afro-Américains. Donc, après que l'oppression a commencé à disparaître, les gens sont devenus égalitaristes, axés sur le consensus et parmi les plus libéraux d'Amérique. Ils acceptent les gens de tout type et sont favorables à l'implication du gouvernement dans les questions sociales et économiques. Ensuite, El Norte, qui comprend le sud-ouest du Texas et les régions frontalières du Mexique au Nouveau-Mexique, en Arizona et en Californie, ainsi que certaines parties du nord du Mexique lui-même. Nous avons vu comment la Nouvelle-France est influencée par la culture française, et comment la Nouvelle-Hollande est influencée par la culture néerlandaise. Ici, nous avons l'influence de l'Empire espagnol. La culture hispanique est dominante dans cette région. Woodard dit que les habitants d'El Norte sont exceptionnellement indépendants et autonomes, adaptables et axés sur le travail. Même si elle n'est pas mentionnée comme l'une des 11 nations, le sud de la Floride est également cité par Woodard comme une région fortement influencée par les Caraïbes espagnols. En voyageant un peu plus au nord, l'extrême ouest, les grandes plaines et l'ouest montagneux. L'auteur dit que les habitants de cette région ne sont pas de grands fans du gouvernement fédéral et que cela est dû à leur histoire. Les premières villes du Grand Ouest ont été construites par des compagnies de chemins de fer et des sociétés minières, ce qui les a rendues quelque peu dépendantes du gouvernement central, donc elles seraient plus enclines à blâmer le gouvernement central lorsque quelque chose tourne mal. Cette région comprend les Dakotas de l'Ouest, le Nebraska, le Kansas, le Montana, le Colorado, entre autres, et inclut également, de façon intéressante, les régions d'Anchorage et de Fairbanks en Alaska. Un peu plus à l'ouest, nous avons la côte gauche, qui comprend la côte pacifique de la Californie, de l'Oregon, de l'État de Washington, et aussi une partie de l'Alaska. Cette région n'a pas été colonisée par les Européens, mais plutôt peuplée par les Américains eux-mêmes, en particulier les habitants de la Nouvelle-Angleterre et du Midwest. Ainsi, selon Woodard, cette zone est un peu un hybride entre l'utopisme yankee et l'expression individuelle du Midwest. Politiquement, ils ont tendance à s'aligner avec la côte nord-est, penchant davantage vers les démocrates lors des élections. Il y a cependant une grande différence entre la population côtière de ces États et leurs voisins de l'intérieur. Enfin, la Première Nation, la plus grande mais la moins peuplée des régions de la nation de Woodard. La région se trouve principalement au Canada et comprend des personnes autochtones du continent américain, qui refusent de céder leurs terres aux colons blancs et continuent de préserver leurs pratiques culturelles et leurs savoirs. Voici donc les 11 nations qui existent aux États-Unis. Tout cela n'était qu'un bref résumé de l'article et du livre. Mais l'essentiel est qu'il est important de comprendre qu'au sein d'un même pays coexistent différentes cultures, principes et croyances, et que ces différences ont tendance à diviser le pays, surtout sur le plan politique. Des États comme ceux du Yankeedom, une région qui approuve la régulation gouvernementale, sont plus enclins à voter démocrate, tandis que le Deep South est plus enclin à voter républicain. En fait, l'élection de 2016 reflète précisément cela,
et la comparaison avec celle de 2012 et de 2008 montre la même division républicain-démocrate, avec 7 des régions étant majoritairement démocrates et les 4 autres majoritairement républicaines. Essentiellement, les différences culturelles au sein des États-Unis sont une bonne façon de comprendre pourquoi le pays est encore si divisé et pourquoi certaines régions ont tendance à voter comme elles le font. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous de consulter l'article sur Business Insider ainsi que le livre lui-même. Laissez un commentaire avec vos opinions. Êtes-vous d'accord avec l'auteur ou peut-être pas? Et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.